On est en 2025 et vous voulez perdre du poids et vous regardez un petit peu les tendances sur les réseaux sociaux et vous voyez de plus en plus de personnes qui vous parlent du régime ancestral ou encore de la diète carnivore et vous vous dites que ça peut être une bonne idée d'essayer pour potentiellement être en meilleure santé et perdre du poids si c'est ce que vous souhaitez. Alors aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer pourquoi ces régimes ne sont pas la solution à vos problèmes et sont sûrement une très mauvaise idée pour votre santé, contrairement aux arguments qui sont avancés sur les réseaux sociaux. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, vous me connaissez sûrement sous le nom de The Prep Dad, j'ai un master en sciences de la nutrition de l'université d'Ulster et plus de 60 qualifications dans ce domaine, et je fais du coaching en ligne en aidant les personnes à changer leur composition corporelle pour prendre du muscle et perdre du gras. Et si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est car cette tendance me dérange tout particulièrement, car les personnes qui avancent les bénéfices de ces régimes, en réalité, ne vous disent pas tout. Ils ne vous disent pas tout simplement car ils font souvent ce qu'on appelle du cherry picking, et c'est-à-dire prendre ce qui les arrange et laisser le plus gros. Et dans la littérature scientifique, quand on parle de cherry picking, c'est on prend les études qui nous arrangent et on délaisse tout ce qu'il y a à côté. Et le problème que j'ai, c'est également qu'avec ces personnes, il n'est pas vraiment possible de débattre. Ils n'utilisent pas de réels arguments, ils tentent de vous attaquer vous et non pas vos idées, et c'est exactement ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui. Car aujourd'hui, encore une fois, je vais tenter de combattre certaines idées et de vous les expliquer. Mais retenez bien une chose, si aujourd'hui vous faites la diète carnivore ou le régime ancestral, je n'ai absolument rien contre vous, et je vais tenter d'expliquer ce qu'on sait grâce au corpus scientifique actuel de ce qu'il en est pour la santé. Et il faut réellement différencier ça. S'attaquer à des idées et s'attaquer à des personnes. Je ne m'attaquerai jamais à des personnes, mais bien plus là aux idées qui pourraient être propagées par certaines personnes. Donc dans cette vidéo, on va d'abord voir tout simplement ce que sont ces régimes, et ce qu'ils vous permettent de manger, ce qu'ils vous recommandent de manger. Également, on va tenter d'identifier potentiellement les points positifs de ces types d'alimentation. Et évidemment, j'expliquerai ensuite, grâce à la littérature que l'on a à l'heure actuelle, les points négatifs de ces types d'alimentation. Mais avant cela, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, ça aide pour le référencement. Et si vous voulez plus de contenu éducatif gratuit, le lien de ma newsletter est directement dans la description. J'envoie un mail par semaine où je vous donne des informations autour de mes contenus de la semaine, des pensées, on va dire, du jour, et de tout ce qui pourrait vous intéresser autour du training, de la nutrition ou encore du coaching en ligne. Alors déjà, pour donner une définition de ces régimes, souvent c'est un petit peu compliqué lorsque l'on regarde, car visiblement beaucoup de personnes ont des points de vue un petit peu différents, mais je trouve quand même beaucoup de points communs entre l'alimentation carnivore et l'alimentation ancestrale, et c'est-à-dire tenter de consommer beaucoup de produits animaux pour la diète carnivore, viande, poisson, ça inclut potentiellement des produits laitiers, notamment crus, et ça tente de bannir les végétaux, dans certaines mesures les fruits, mais la plupart du temps dans la diète carnivore, la plupart des personnes qu'on peut voir consomment des fruits et délaissent les légumes. Et c'est exactement ce qu'on va retrouver avec l'alimentation ancestrale. L'alimentation ancestrale, ça va être consommer une majorité d'aliments animaux, des fruits, et consommer très peu de végétaux sous prétexte qu'il y aurait des antinutriments dedans qui seraient mauvais pour votre santé. Et enfin, il y a également le régime paléo, et le régime paléo, ça serait plus, encore une fois, tenter de consommer certes des produits animaux, mais à ma connaissance, il y aurait peu de produits laitiers, peu de céréales, peu de légumineuses, peu d'aliments ultra transformés, et c'est un des points communs également avec tous ces types d'alimentation, c'est qu'ils consomment très peu d'aliments ultra transformés. Et ces régimes, pour les comparer à un autre modèle, on pourrait tenter de les comparer au régime méditerranéen. Et le régime méditerranéen, quant à lui, vous allez évidemment consommer des fruits, des légumes, des noix, des graines, des légumineuses, des céréales complètes, des poissons, de l'huile d'olive, de la viande, encore une fois dans certaines mesures, mais vous allez tenter de ne pas consommer trop de viande rouge, de sucre, de graisse saturée, de produits laitiers riches en graisse. Et après avoir vu ça, vous devez vous dire une chose, ces régimes s'opposent à tout ce que les organismes de santé, à l'heure actuelle, recommandent. En effet, les organismes de santé recommandent de consommer peu d'acides gras saturés, de limiter votre consommation de viande rouge, de limiter votre consommation de sel, et également de consommer des fruits et des légumes. Mais ces régimes, évidemment, ne vous le recommandent pas. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est
Pourquoi? Eh bien, les arguments de ces personnes seraient les suivants. Les légumes, il y a des pesticides dedans. Les légumes, il y a des antinutriments dedans. Les études, c'est financé. Et un petit peu ces choses-là. La plupart des personnes qui avancent ces régimes ne s'appuient sur aucune étude scientifique fiable sur l'homme à grande échelle. Et c'est ce qui nous importe en réalité, réellement. Mais y a-t-il des points positifs dans ces régimes? Et j'en ai trouvé en réalité 2. Le premier, c'est tout simplement qu'ils recommandent d'avoir une consommation de protéines relativement élevée, c'est la base de leur échelle, et je pense que sur le moyen long terme, non pas seulement pour votre masse musculaire, mais pour votre santé et votre longévité, oui, ça peut être intéressant. Le deuxième point positif, il y a quand même une nuance, mais c'est qu'ils recommandent de consommer peu d'aliments ultra transformés. Et je vais vous donner un exemple intéressant, c'était un essai randomisé contrôlé en double aveugle de Lapointe et collaborateurs qui avait recommandé à un groupe de personnes soit d'arrêter des aliments ultra transformés, soit de consommer plus de fruits et de légumes, et les personnes à qui on avait déconseillé de consommer des aliments ultra transformés avaient perdu plus de poids. Mais encore une fois, c'est un exemple, cette recommandation, en réalité, elle est à adapter en fonction du contexte individuel, des sensations de faim de la personne, ou encore de l'adhésion. Car oui, finalement, ce qui comptera le plus pour votre santé, ça sera la balance énergétique. Et si vous consommez des aliments ultra transformés, mais que vous restez à la maintenance ou en déficit calorique, et que vous avez une alimentation à côté avec suffisamment de fruits et de légumes, vous aurez sûrement votre quota en fibres, en vitamines et en minéraux, et ça sera essentiel pour votre santé. Et alors certes, il faudrait sûrement diminuer ces aliments ultra transformés, souvent dans les études on voit riches en graisse, mais la réalité, c'est que pour optimiser les résultats, il faudrait augmenter en plus l'apport en fruits et en légumes. Et je vais vous lire une conclusion de Lapointe et collaborateurs qui était intéressante, c'était la suivante. Globalement, lorsque l'on considère toutes les études précédentes qui promeuvent une alimentation de l'apport en fruits et en légumes dans un contexte de perte de poids, la diminution de l'apport en graisse simultanément avec l'augmentation de l'apport en fruits et en légumes semble importante pour atteindre la perte de poids. J'ai traduit ça, évidemment, c'est pas exactement ce qu'ils disent, mais c'est la meilleure traduction que j'ai pu faire. Et également, la chose à mentionner, c'est que ça paraît évidemment intéressant de diminuer sa consommation d'aliments ultra transformés. Mais il y a une autre chose à prendre en compte, et c'est comment classifie-t-on ces aliments ultra transformés. Et cette classification, souvent, elle se fait en fonction de grammes de sel pour 100 grammes, de grammes de sucre pour 100 grammes, et de grammes de graisse pour 100 grammes, et un petit peu la même chose pour les boissons, avec des grammages là qui sont un petit peu différents. Mais finalement, souvent, ces aliments coûtent peu cher, sont accessibles, et il faut comprendre que pour certaines personnes, ça peut être simple d'en avoir dans leur alimentation lorsque vous allez avoir une journée chargée, lorsque vous n'allez peut-être pas pouvoir faire tout à manger. Avoir certains aliments ultra transformés, ça pourrait avoir des bénéfices à partir du moment où vous adhérez à votre total calorique. Et c'est là où je trouve que le discours de personnes qui ont le temps, qui travaillent en ligne et qui expliquent à quel point vous pouvez faire à manger et tout faire à manger tout le temps, ça peut ne pas s'appliquer à certaines personnes qui ont des journées très chargées avec une famille, et là où l'intérêt des aliments ultra transformés pourrait exister. Donc je pense qu'il ne faut pas bannir ces aliments, mais bien plus évidemment diminuer leur consommation et tenter d'éduquer au maximum sur la lecture d'étiquettes alimentaires, sur les besoins d'une personne, bien plus que tenter d'être moralisateur en disant à quel point c'est mauvais. Et donc ça, c'était le deuxième point positif que j'avais trouvé à ce type d'alimentation carnivore, diète ancestrale, la diminution d'aliments ultra transformés qui sont souvent liés à des effets négatifs importants pour la santé, même si eux, ils viennent souvent dire de les bannir et non pas de les limiter. Maintenant qu'on a vu les points positifs de ces types de régimes, quels sont en réalité les points négatifs? On va parler de la diabolisation des oméga 6, on va parler de la diabolisation des légumes, on va parler de la promotion finalement de l'utilisation d'acides gras saturés, de la consommation d'acides gras saturés, et sûrement d'autres petites choses. Alors, par rapport aux oméga 6, déjà, souvent, on voit que les oméga 6, ils ont été montrés comme inflammatoires et donc mauvais pour la santé. Et donc, selon les personnes qui consomment ces régimes, il faudrait à tout prix les bannir. Cependant, ce que l'on voit, et j'ai relevé une étude de Sanders qui venait expliquer que des apports en acide linoléique supérieurs aux besoins essentiels ne semblent pas augmenter les niveaux d'acide arachidonique dans les tissus, ni affecter négativement les marqueurs inflammatoires. Et donc, on aurait cette crainte de consommer cela, et en plus, souvent, on vient expliquer, oui, il faut faire attention au ratio oméga 3, oméga 6. La question est, d'où sort ce ratio?
Et les bénéfices que l'on voit en réalité, c'est pas spécialement d'améliorer ce ratio, mais c'est juste d'augmenter sa consommation d'oméga 3. J'avais également relevé une autre étude de Rosvik et collaborateurs qui expliquait que même une consommation élevée d'acides gras oméga 6, même en régime hypercalorique, en surplus calorique, ne provoquait pas d'augmentation de l'inflammation ou de la peroxydation lipidique. En réalité, le réel problème de ces oméga 6, ça serait s'ils étaient chauffés d'une manière intense. Tout simplement car ils s'oxydent facilement. On parle par exemple lorsque vous faites de la friture. Et donc il faudrait potentiellement pour ce type de cuisson opter pour de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile d'avocat. Donc la recommandation des personnes qui font ces régimes qui est de bannir toutes ces huiles, etc., elle n'est pas tout à fait juste et la réelle recommandation, ça serait tout simplement d'augmenter vos oméga 3. Le deuxième problème que j'ai avec ces régimes, c'est qu'ils viennent promouvoir l'apport et l'élévation de l'apport en acides gras saturés. Et la question des graisses saturées, en réalité, mérite beaucoup plus de nuances et beaucoup plus de précautions que ce que ces personnes font. Dire que les acides gras saturés sont mauvais, non. Dire que les acides gras saturés sont la meilleure source de lipides, non plus. La meilleure approche, ça serait de demander quel type d'acides gras saturés, chez qui et quel type d'acides gras saturés compartons. Car la consommation d'acides gras saturés vient impacter votre cholestérol LDL de manière différente en fonction des groupes et encore plus chez les individus. Ce qu'on voit par exemple, c'est que lorsqu'on compare le beurre, l'huile de coco et l'huile d'olive, l'huile de coco et le beurre qui sont tous les deux un acide gras saturé et l'huile d'olive qui n'en est pas un, on voit que l'élévation du LDL était bien plus importante chez le beurre, comme le souligne Coe et collaborateurs en 2018. Et donc ce qu'on voit par exemple sur les lipides sanguins, c'est que les effets de l'huile de coco, en moyenne, ils semblent différer par rapport au beurre, alors que les deux, ce sont des acides gras saturés. Et ces personnes viennent évidemment promouvoir une grande consommation souvent de beurre, notamment lorsqu'on parle de la diète carnivore, mais j'ai une autre citation intéressante d'une méta-analyse qui venait tout simplement évoquer, et je vais vous la lire, « Le tournesol, le colza, le lin, le maïs, l'olive, le soja, le palmier, qui est une graisse saturée, et l'huile de coco, qui est une graisse saturée, ainsi que la graisse de bœuf, qui est une graisse saturée, étaient plus efficaces pour réduire le LDL-C comparativement au beurre. » Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Chouingaki et collaborateurs en 2016. Lorsque l'on fait des recommandations en nutrition, on ne peut pas venir dire à un grand groupe de personnes « Consommez des acides gras saturés, il n'y aura pas de problème, car ça dépend des personnes qui sont, on va dire, hyper répondeurs ou non, ça dépend sûrement du type d'acide gras saturé. Donc, ça ne semble pas une bonne idée de faire une recommandation vague comme celle que ces personnes font. On va venir souvent recommander pour les acides gras saturés, c'est moins de 10% de votre apport énergétique journalier, et encore moins si vous avez des problèmes de cholestérol de base, comme le souligne Maki et collaborateurs en 2021. Oui, il nous faut plus de recherche autour des acides gras saturés, et donc la recommandation un petit peu à l'aveugle de dire consommer beaucoup d'acides gras saturés c'est bien, ne semble pas la meilleure. Et enfin, je voulais vous parler du dernier problème de ces régimes, et c'est la diabolisation des légumes sous prétexte qu'il y aurait des toxines dans les légumes. On ne peut pas déterminer si un aliment est mauvais ou non à partir d'un seul élément et d'une seule piste de réflexion. Pour savoir si c'est réellement bon ou non, il faut se référer, encore une fois, aux données que l'on a. Et ça, c'est ce qui compte réellement. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est pourquoi, si les plantes étaient si toxiques, pourquoi est-ce que parmi les personnes qui vivraient le plus longtemps, il y a des personnes qui font partie de ces groupes qui consomment majoritairement des légumes et des végétaux dans leur alimentation. Parce que c'est très facile là de justement faire du cherry picking, ce qu'ils font, et ils vous expliquent, oui, à cause de toxines, les plantes sont mauvaises, mais je pourrais faire le même argument en prenant la viande et la viande rouge et en expliquant, à cause de ça, c'est cancérigène. Mais encore une fois, c'est pas le bon raisonnement à avoir, car on n'analyse pas l'ensemble des données que l'on a à disposition. Et donc cet argument finalement de ne pas consommer de légumes à cause de toxines n'a pas de sens, car lorsque l'on prend les preuves les plus qualitatives que l'on a, on sait qu'une consommation élevée en légumes permet de diminuer le risque de maladies cardiovasculaires. Mais ce n'est pas le seul avantage, c'est également antioxydant, anti-inflammatoire, ça permet de diminuer la pression artérielle et d'améliorer le profil lipidique, et ça c'est grâce aux vitamines, aux minéraux et aux fibres présentes dans les légumes. Rappelez-vous d'une chose, c'est même si ces personnes souvent consomment des fruits,
juste consommer des fruits et avec le peu de grains entiers qu'ils auront à côté, il y a très peu de chances qu'ils atteignent leur total en fibres par jour. Et on sait qu'un total élevé en fibres, ça aide à réduire le taux de mortalité, toutes causes confondues. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de comprendre les points positifs, s'il y en a réellement, et les 2 points positifs que j'ai évoqués, et surtout les inconvénients de ces types de régimes. Et la conclusion que j'aimerais faire en réalité, c'est faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux. Quel type d'argumentaire présentent les personnes qui vous expliquent leur méthode et qui viennent vous vendre une méthode? Car la plupart des personnes qui viennent promouvoir ce type de régime vendent un coaching orienté autour de ça ou vendent des e-books orientés autour de ça. Le but, encore une fois, c'est d'être le plus neutre, de prendre du recul et de regarder les avantages qui existent, les inconvénients qui existent. Ce type de vidéo, c'était un petit peu nouveau, donc j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, à me donner vos idées pour les prochaines vidéos, et je compte bien faire d'autres formats un petit peu comme ça, et on parle la semaine prochaine.